Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est dimanche et depuis quelques temps le dimanche je vous fais une série de vidéos qui s'appelle Jeux légendaires. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans cette série de vidéos. Alors si vous avez découvert ma chaîne entre temps, le but de cette série de vidéos est simplement de vous parler de jeux de course de l'ancien temps qui ont marqué en bien ou en mal l'histoire des jeux de course. Alors j'ai déjà fait 2 épisodes, dans le dernier on parlait de Drive Club, sorti à l'époque sur PlayStation 4 et qui avait été une masterclass, notamment pour ses graphismes qui avaient vraiment plusieurs années d'avance, puisque le jeu 10 ans plus tard ne fait toujours pas dater. Aujourd'hui on va parler du jeu Juiced. Alors il y a eu 2 Juiced, on va parler dans cette vidéo du premier, je parlerai peut-être du deuxième dans une autre vidéo, parce que le deuxième qui s'appelle Hot Import Nights dans mes souvenirs est un peu moins bon il me semble que le premier. Donc ça dépendra un petit peu des retours et de ce que vous me direz en commentaire, donc si ça vous intéresse d'avoir un épisode sur le 2, j'en ferai un, sinon c'est pas les jeux qui manquent pour cette série de jeux vidéo. Donc pensez à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, pensez à vous abonner pour les prochains contenus et puis n'hésitez pas si ce genre de vidéo on va dire un peu plus long format et un peu plus travail que d'habitude vous plaise, à soutenir la chaîne, alors soit gratuitement en laissant un petit like, en venant pourquoi pas me follow sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime, soit de manière non gratuite en devenant tout simplement par exemple des soutiens de ma chaîne via le bouton rejoindre sur cette vidéo. N'hésitez pas, ça me soutient sur le long terme et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Donc aujourd'hui on va parler de Juiced, aussi appelé Joyseed ou de Juiced peut-être pour certains d'entre vous. C'est un jeu de course qui est sorti en 2005 sur PC, PlayStation 2 et Xbox. Alors c'est un jeu qui malheureusement à sa sortie a souffert d'une assez mauvaise critique par la presse, puisque la plupart des sites et des reviewers lui mettaient des notes aux alentours de 12 ou 13, alors que la communauté et les joueurs de l'époque lui mettaient des notes plutôt aux alentours de 15 sur 20. Le jeu a été développé par le studio Juice Games et pour la petite histoire, sachez que de base ce jeu devait être édité par Acclaim, mais que l'éditeur Acclaim a fait faillite quelques semaines avant la sortie de Juiced. Donc in extremis, le titre a été racheté par THQ et c'est donc pour ça que lorsque vous lancez Juiced, vous voyez un petit écran THQ sur le jeu et l'écran Acclaim. Juiced est donc sorti en 2005, à l'âge d'or du tuning, là où vraiment les films typés Fast and Furious et les jeux comme Need for Speed Underground faisaient vraiment un carton. Alors oui, Juiced va vous proposer évidemment des voitures japonaises, du tuning sauce années 2000, mais pour sortir du lot et pour ne pas être confondu avec Need for Speed Underground 2, eh bien Juiced ne vous propose pas un open world, mais des courses sur circuit officiel fermé. Donc dans un cadre légal, donc là on oublie toute histoire de corruption avec la police, au profit d'une conduite et d'une direction, on va dire, du gameplay un peu plus simulation que sur un Need for Speed Underground. Un mélange du coup calculé un petit peu entre deux chaises, puisque ce jeu ne va pas intéresser les gens qui sont, on va dire, vraiment sur de la simu, on va dire un petit peu de l'époque, type GT3 ou Gran Turismo 4 par exemple, et ce jeu ne va pas non plus intéresser ceux qui sont, on va dire, un petit peu habitués de l'époque, sur du Need for Speed, Underground ou Most Wanted, qui eux proposaient déjà des open world. D'ailleurs, Juiced, premier du nom, a été peut-être un petit peu mensonger là-dessus, puisque dans les premiers trailers d'annonce du jeu, on pouvait croire que c'était un open world, on pouvait croire que ça allait être vraiment de la course illégale, typée un peu Fast and Furious, ce qui n'était pas du tout le cas in-game. En tout cas, c'était comme ça dans mes souvenirs. Le jeu se déroulait dans l'environnement de Angel City, qui est une ville inventée pour le jeu, qui était censée être à côté de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Donc il y avait des décors quand même relativement variés dans ces courses, Il y avait aussi bien de la ville que de la banlieue, que de la montagne, de la campagne et de la plage. Chacun de ces biomes que je viens de citer, donc ces 8 biomes, étaient contrôlés par un club et le but évidemment c'était de faire ses preuves dans chaque quartier, de gagner un maximum de respect, un maximum d'argent et d'affronter tout simplement ces différents clubs. Donc c'est pas très original, mais c'est un scénario type de jeu de course qui est toujours utilisé en 2022 ou en 2023 d'ailleurs et qui fonctionne toujours à peu près. Côté scénario c'était pas ultra original, par contre côté Carly c'était plutôt pas mal puisque le jeu proposait 52 voitures, ce qui était pour l'époque très très cool en tout cas sur ce genre de jeu. Bon évidemment à l'époque on avait déjà des Gran Turismo qui proposaient plusieurs centaines de voitures, mais si on regarde voilà sur un Need for Speed Underground 2 ou même sur un Need for Speed Most Wanted de l'époque, eh bien ces deux jeux-là ne proposaient qu'une trentaine de voitures, donc juste à côté, assurait vraiment à ce niveau-là. Alors côté voiture c'était très très cool parce que c'était l'époque où on n'avait pas encore trop de supercars sur les jeux, la plus grosse voiture du jeu étant la Dodge Viper GTS ou la Chevrolet Corvette Z06. Il y avait beaucoup de voitures intermédiaires, beaucoup de petites voitures comme la Fiat Punto 1.8 litre, la Corsa 1.8 litre, la 206 GTI, et évidemment aussi pas mal de japonaises avec la Skyline R34, avec la Toyota Supra, le Nissan 300Z et puis quelques américaines d'époque avec la Camaro par exemple, la Dodge Viper ou la Ford Mustang. Donc une plutôt bonne car list et surtout des voitures quand même plutôt assez bien modélisées pour l'époque. Alors pas la possibilité comme on va dire sur Need for Speed Underground de voir l'intérieur et de le customiser, mais l'extérieur, les modèles 3D étaient plutôt assez qualitatifs et puis on pouvait customiser ces voitures. Alors côté customisation c'est peut-être un peu moins bon qu'un Underground puisqu'on avait beaucoup moins de pièces disponibles sur chaque voiture. Par contre, contrairement à Underground, encore une fois, on va beaucoup le comparer à Underground, ce jeu, c'est à peu près la même période mine de rien, les customisations sont différentes sur chaque voiture.
Sur Underground 2, par exemple, vous aviez un template de pare-choc que vous allez retrouver sur toutes les voitures du jeu. Là, les pièces sont pas sous licence, il n'y a pas marqué les vraies marques, mais c'est inspiré de pièces existantes, et sur chaque voiture, vous allez avoir en gros 2-3 pare-chocs avant, 2-3 pare-chocs arrière, 2-3 ailerons, capots, etc. qui sont, on va dire, designés pour chaque voiture du jeu, et ça fait une belle petite différence. Alors les jantes, elles, sont sous licence, et les customisations et améliorations de moteur, elles aussi sont sous licence, avec des marques comme par exemple Bilstein, HKS ou NOS, donc c'était assez correct à ce niveau-là. Il y avait aussi quelques options de réglage qui étaient plutôt cool, et un éditeur de livret qui, pour l'époque, était acceptable. On pouvait acheter ces améliorations et ces voitures avec de l'argent in-game, et pour gagner de l'argent, évidemment, il fallait participer à des épreuves. Épreuves qui étaient proposées sous forme d'un calendrier, donc ça veut dire que chaque jour, il y avait une épreuve dans un type imposé par le jeu avec des restrictions définies, des restrictions de puissance ou de type de voiture, par exemple, mais que vous aviez la possibilité, si une course ne vous intéressait pas, de skipper la journée pour passer à la suivante. Donc il y avait du circuit classique, il y avait du sprint, qui s'appelait à l'époque point to point in-game, il y avait du drag qui lui s'appelait sprint, ça c'est un petit peu trompeur, mais voilà, le drag c'était vraiment la ligne droite et il fallait aller le plus vite possible, et puis il y avait le mode show off. Alors il me semble qu'en version française ça devait donner quelque chose comme démonstration, où là le but du jeu c'était tout simplement de faire des drifts, de faire des figures un petit peu stylées, ce qui vous attribuait des points, et selon le nombre de points vous aviez une récompense à la fin de l'épreuve. Il y a également parfois in-game la possibilité de faire du pink slip, donc en gros du pari de carte grise. Ça va arriver assez rarement, et ce sera uniquement lorsque vous aurez atteint assez de respect dans une zone précédemment citée. Et là attention, on parle pas de pari de carte grise à la Forza Horizon 5 où vous ne pouvez pas perdre votre voiture, vous pouvez simplement gagner celle des autres, mais en cas d'échec votre voiture revient dans votre garage et vous avez juste à recommencer l'épreuve. Là si vous perdez votre voiture, et ce qui était assez fun dans mes souvenirs, c'est que parfois en course, la personne contre qui vous aviez perdu votre voiture décidait parfois de reprendre votre voiture pour jouer contre vous. Et sachez qu'à chaque course, vous allez pouvoir parier de l'argent sur votre victoire contre tel ou tel pilote, et qu'à l'époque, certains pilotes étaient vraiment beaucoup plus durs à battre, ce qui faisait qu'il y avait une espèce de méta sur le jeu, où à force d'y jouer, à force d'expérience, on savait à peu près sur qui parier, sur quelle épreuve, pour être à peu près sûr de gagner son coup et de gagner de l'argent. Sachez que l'argent sur le jeu, c'était un peu le nerf de la guerre, c'était assez compliqué à gérer parce que les voitures étaient relativement chères, les épreuves n'étaient pas, on va dire, si rentables que ça, et surtout, lorsque vous abîmiez votre voiture, donc lorsque vous tapiez un mur par exemple, ou un autre adversaire, eh bien les réparations étaient facturées. Donc par exemple, une course qui vous rapportait 1000 $, si vous aviez 300 $ de réparation, au final vous n'avez que 700 bénéfices, en sachant que vous pouviez, il me semble, participer à une épreuve avec une voiture qui n'était pas réparée, si par exemple vous n'aviez pas assez d'argent, vous estimiez que les dégâts n'étaient pas assez importants pour être réparés, mais que plus une voiture était abîmée, moins elle était performante, ce qui fait que on tombait quand même parfois dans ce jeu dans une espèce de cercle vicieux qui faisait que en gros vous n'aviez pas assez d'argent pour réparer, du coup vous arriviez en épreuve avec une voiture un peu moins performante que celle de la concurrence, du coup vous gagnez moins d'argent, et si jamais en plus vous aviez un nouvel accident dans cette épreuve là, vous deviez de nouveau payer des réparations. Je me rappelle qu'à l'époque ça m'est arrivé plusieurs fois de recommencer carrément des carrières parce que clairement niveau cash c'était trop compliqué pour moi. Bon, je pense que maintenant je referais le jeu, ce serait différent, mais j'avais 11 ans, et quand à 11 ans on jouait ce genre de jeu, on voit pas forcément toutes les petites techniques et toutes les petites astuces. Les sons des voitures étaient globalement assez sympathiques sans être aussi bons malheureusement que sur Need for Speed Underground 2. Bon, après on va dire que chaque moteur avait ses sons différents et avait un petit peu sa signature. Bon, il y avait des voitures qui sonnaient plus ou moins bien que d'autres bien sûr, certains étaient quand même bien modélisés et quand même assez proches de la réalité. Graphiquement le jeu était quand même assez beau dans mes souvenirs, en tout cas tout aussi beau qu'un Need for Speed Underground. Alors là où c'est un petit peu faussé, c'est qu'Underground c'est un open world et ça c'était vraiment du circuit fermé, donc on va dire avec moins de superficie à afficher et donc peut-être un peu plus facile à calculer pour la console, mais c'était suffisamment beau pour l'époque, ça tournait suffisamment bien, et puis même côté physique c'était très correct pour l'époque. Alors je sais que certains, et d'ailleurs je l'ai vu là en me renseignant un petit peu sur le jeu, que certains trouvent que la physique du jeu était un peu incompréhensible. J'en ai pas du tout ce souvenir là. Je me rappelle que oui, certaines voitures étaient plus dures à conduire que d'autres, que effectivement une traction, une propulsion et une 4 roues motrices n'avaient pas le même feeling sur le jeu, mais dans mes souvenirs c'était assez rigide il faut le dire, mais tout à fait acceptable et même assez réaliste sur certains feelings par rapport, je trouve, encore une fois à Need for Speed Underground 2. Donc pour résumer un petit peu ce jeu, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que pour les graphismes c'était tout à fait acceptable, voire même plutôt bon pour l'époque, que les sons c'était acceptable sans être incroyable non plus, c'était au-dessus du niveau d'un Gran Turismo 4 par exemple, mais en dessous d'un Underground 2. Niveau physique c'était plutôt cool aussi, encore une fois, si on oublie un peu l'aspect rigide du jeu et que apparemment pour certains joueurs certaines voitures étaient incontrôlables, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais après ça reste mes goûts, et surtout je me rappelle qu'à l'époque de toute façon mon but sur ce jeu là c'était de jouer avec les R34, et qu'une fois que j'avais débloqué j'ai fait genre quasiment tout le jeu avec, donc on va dire mes carrières type à l'époque sur Juice c'était commencer avec un CRX, ensuite acheter une Civic, une Charger de 69, la Supra, la Impreza et ensuite les R34, donc effectivement j'ai pas conduit tous les modèles de ce jeu à l'époque, mais en tout cas sur ceux-là ça allait très très bien. Beaucoup de bons points en tout cas sur ce jeu
qui ont fait que globalement ce jeu a eu un bon démarrage et plutôt de bonnes ventes, puisque le jeu a été vendu à 2,5 millions d'exemplaires et a été même top 1 des ventes la semaine de sa sortie en Angleterre. Ce qui est peu comparé aux 11 millions d'exemplaires de Need for Speed Underground vendus, mais ce qui reste une belle perf pour l'époque. Bon, après les 11 millions de ventes de Need for Speed Underground 2, ça s'explique aussi par le fait que ce jeu-là a eu une carrière beaucoup plus longue, là où Just au final a duré assez peu de temps, puisque 2 ans après le premier, ils ont décidé d'en faire un, et puis le premier Just n'a pas été mis autant en avant que le Need for Speed Underground 2. Personnellement, j'ai plutôt un bon souvenir de Just, même si voilà, il y avait ce petit côté frustrant des fois de pas avoir assez de cash pour pouvoir continuer la carrière et de se retrouver avec des voitures vraiment à la ramasse complète par rapport à d'autres adversaires. Ce qui m'avait aussi saoulé parfois, c'est que certaines IA étaient vraiment cheatées et étaient quand même pas mal scriptées, il y avait pas mal de rubber banding, et il y avait certains paris, on va dire, qui étaient un petit peu pipés à l'époque, malheureusement. Donc si vous avez une PS2 qui traîne ou une Xbox, ou voire même envie de le faire sur PC, n'hésitez pas, si vous le trouvez, à le faire. Le jeu n'est pas très coté, on le trouve à 10 € en neuf sans souci, donc pour 10 balles, si vous avez envie de vous faire un petit jeu rétro que vous n'avez pas fait à l'époque, n'hésitez pas, je pense que ça vous plaira. Voilà, notamment si vous avez aimé à l'époque, évidemment, tout ce qui était Underground, Street Racing Syndicate, c'est vraiment la même vibe, en plus réaliste, en plus sérieux et en circuit fermé. N'hésitez pas pour tous vos autres jeux à les prendre via mon lien Instant Gaming, ça vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement tout en profitant de tarifs réduits sur l'achat de vos jeux, mais aussi vos abonnements et tout ce qui va avec. Pensez à utiliser mon lien matal.net pour acheter votre matos gaming, ça vous permet de soutenir la chaîne gratuitement par la même occasion, et puis n'hésitez pas encore une fois à me donner un petit peu votre feedback sur cette série en commentaire. Et il y a quelque chose d'autre que j'aimerais bien savoir, les gars, j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait de parfois faire du hors-série dans cette série, c'est-à-dire parler de jeux rétro qui sont pas forcément liés à des jeux de course, mais qui ont quand même, je pense, malgré tout, marqué un petit peu l'histoire. Donc voilà, l'occasion de parler de certains de mes jeux préférés, peut-être comme The Getaway, GTA Vice City ou autre. Dites-moi voilà un petit peu ce que vous en pensez, je coupe ici, puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao!